Your Excellency, this is a surprise. Welcome. What do you mean we have no money? I need at least $1 million for intelligence mission immediately. On peut dire que tout le monde connaît Idi Amin. Plus il se sentait menacé, plus il était impitoyable. Pour le reste du monde, Idi Amin est l'incarnation de tout ce qui est sombre et sauvage dans l'imagerie de l'Afrique. Il tuait des gens, cet homme. Tous ceux qui se plaçaient sur son chemin, il les éliminait. On pratique des sports nautiques sur le Nil près de Bujagali en Ouganda du Sud. La vitesse et la puissance de ces rapides attirent les touristes du monde entier. Mais il y a 40 ans, ce cours d'eau était connu pour une raison très différente. Le pays était alors gouverné par le président Idi Amin. Quand j'étais un enfant, marcher le long du Nil était vraiment effrayant, parce qu'on craignait à tout moment d'apercevoir un corps, un cadavre. Et souvent, parfois, quand on marchait le long de la rivière, on tombait sur un corps criblé de balles. En grandissant, j'ai aussi appris que Bujagali était l'endroit où l'on abandonnait les corps de ceux qui avaient été tués par Idi Amin. Il y avait des camions qui arrivaient jusqu'ici, et puis ils jetaient les cadavres dans la rivière. C'était sûrement un bon endroit pour se débarrasser de ces corps, parce qu'ils étaient immédiatement emportés, écrasés sur ces pierres et défigurés. Idi Amin, âgé de plus de 40 ans, prit les rênes de l'Ouganda suite à un coup d'État militaire en 1971. Il était alors à la tête de l'armée. Des foules enthousiastes se sont amassées pour saluer le nouveau leader. C'est difficile de dire ça maintenant, mais oui, on était très heureux, très heureux, vous savez. Je pense que comme tous les jeunes gens, on espérait le changement. J'étais à l'université alors, il y avait des célébrations partout dans l'université et il a fait le tour ici dans une Jeep ouverte. Et nous, on le saluait dans la cité universitaire. Donc oui, il y avait de l'euphorie dans l'air, car à ce moment-là, on espérait tous que le changement serait positif. Idi Amin allait pourtant devenir l'un des dirigeants les plus infâmes du XXe siècle. Quelques 300 000 personnes auraient ainsi été tuées au cours des 8 longues années de sa présidence. Pour le reste du monde, Idi Amin est l'incarnation de tout ce qui est sombre et sauvage dans l'imagerie de l'Afrique. C'est dû à toutes ces histoires qui ont été véhiculées sur Amin, telles que le fait de boire du sang humain ou bien de garder les têtes de ses victimes dans des réfrigérateurs. Dans les années 1970, ces images horribles ont rappelé aux gens les pires exactions de l'Allemagne nazie et de tout ce qui est synonyme de mal, de sombre, de mystérieux, de menaçant, de primitif ou d'animal. Avec ses 1,91 m pour 100 kg, Idi Amin en impose. Pourtant, au départ, celui qui se faisait appeler Big Daddy, soit gros papa, a attiré l'attention sur lui pour des raisons fort différentes. Je pense que ce que les gens trouvaient de fascinant chez lui, c'était son côté très spontané. C'était celui qui se rendait sur place, qui se mélangeait à la foule, qui dansait avec eux ou qui participait à la fête. C'était quelqu'un qui partageait quelque chose avec le commun des mortels. C'était un homme du peuple. Il était sympathique, il était amusant, il pouvait chanter, il pouvait jouer de l'orgue. Il était très charismatique. C'était vraiment un personnage, comme on dit. Donc oui, il y avait deux côtés en lui. Idi Amin prit le pouvoir après avoir renversé Milton Obote, le premier président de l'Ouganda indépendante, un président qui dirigeait le pays par l'intermédiaire d'un parti unique. Les deux hommes avaient été autrefois alliés, mais étaient à présent des ennemis mortels. Ils étaient également originaires d'ethnies différentes. Amin était un Kakwa, alors qu'Obote avait le soutien des ethnies Lango et Acholi. Les membres de l'armée ougandaise et de l'armée de l'air ont décidé de remplacer le régime civil suite au projet
du docteur Apollo Milton Obote de désarmer toutes les tribus de l'Ouganda, à l'exception de celles qui le soutiennent, les Lango et les Acholi. Dès le début, Idi Amin a attiré l'attention des médias occidentaux. Comme il parlait anglais plutôt mal, il est devenu en quelque sorte un personnage de BD. Les journaux britanniques ont beaucoup contribué à forger cette image, mais en réalité, il était très intelligent. Il paraissait raisonnable et intelligent, et c'est pour ça qu'il est arrivé là où il est arrivé, en dépit d'un manque d'éducation qui était évident. Idi Amin n'avait en effet aucune éducation solide. Né dans le nord de l'Ouganda au milieu des années 1920, il n'a presque jamais fréquenté l'école. Il a grandi avec presque rien. Le luxe ne faisait pas partie de sa vie. Il a toujours connu des difficultés. Il a toujours dû se battre pour survivre. Il a surtout été élevé par sa mère, ma grand-mère. C'était une femme très coriace, imposante, tout comme mon père en fait. À l'instar de nombreux garçons ougandais pauvres, cherchant une échappatoire à la pauvreté, Idi Amin obtint un emploi dans l'armée coloniale britannique. Il a trouvé une place de cuisinier dans l'armée. C'est à un moment où ils étaient à la recherche de nouvelles recrues qu'il a eu l'opportunité d'intégrer l'armée. C'est à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, vers 1940. Il excellait dans l'armée. C'était un très bon soldat. Il a servi sous plusieurs commandements. Je crois qu'il a fait de son mieux, même s'il a eu quelques difficultés avec la discipline. Il n'arrêtait pas d'obtenir des promotions parce qu'il se donnait corps et âme à son métier. Il était exceptionnel. Et c'est pour cette raison que son ascension dans l'armée a été, comme on dit, foudroyante. C'est pendant qu'il était dans l'armée que le redoutable Idi Amin a goûté pour la première fois la gloire. Il fut champion de boxe de l'Ouganda dans la catégorie mi-lourd pendant plus de 9 ans et il resta un passionné de natation tout au long de sa vie. Tout aussi impressionnant était son appétit pour les femmes. La polygamie étant légale en Ouganda, Idi Amin eut au moins 5 femmes, d'innombrables maîtresses et aurait été le père de plus de 40 enfants. Cette famille élargie vivait à la résidence d'État de Kampala, la capitale ougandaise. C'était amusant avec mon père. C'était toujours amusant. Même s'il était aussi une personne très terre-à-terre qui veillait à ce qu'on ne soit pas des enfants gâtés. À l'école, il faisait en sorte que ses propres enfants soient traités exactement comme tous les autres enfants. Bien que le coup d'État ait été très bien accueilli, l'autorité d'Amin allait être mise au défi à peine 1 an plus tard. Milton Obote avait trouvé refuge de l'autre côté de la frontière, en Tanzanie, où un certain nombre de ses partisans l'avaient à présent rejoint. Début 1972, des rumeurs circulaient que ces derniers étaient en mouvement. Sous la demande du docteur Apollo Milton Obote, les troupes tanzaniennes se préparent à attaquer l'Ouganda avec des armes chinoises modernes. C'est le message que j'ai reçu ce matin. Bien que cette tentative ait été écrasée, Idi Amin eut dès lors une inquiétude croissante sur les possibles tentatives de reprise du pouvoir de son adversaire. À présent, son manque d'éducation et son inexpérience politique étaient devenus on ne peut plus visibles. Il n'en avait tout simplement pas les capacités. Il ne savait pas comment s'y prendre parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il ne comprenait pas ce qu'était un budget pour un pays, les affaires étrangères, vous savez. Il n'avait aucune idée de ce que c'était. Il avait vraiment d'énormes lacunes. Pour lui, il faisait de son mieux, mais les autres ne partageaient pas ce point de vue. En 1972, Idi Amin, ce nationaliste autoproclamé, dévoile son projet de guerre économique contre ce qu'il appelle la domination de l'Ouganda par des étrangers. C'est le journal du 17 août. Tous les Asiatiques doivent s'en aller. Les parents de Walid Jamal faisaient partie des 80 000 Asiatiques qui vivaient alors en Ouganda. Idi Amin leur a ordonné à tous de quitter le pays.
À l'époque, alors qu'ils représentaient à peine 1% de la population de l'Ouganda, les Asiatiques contrôlaient néanmoins les 2 tiers de l'économie non alimentaire. Bien sûr, on avait une vie très privilégiée. Pour ce qui est du niveau de vie, l'écart entre les Asiatiques et les Africains était immense. Les Asiatiques, dont beaucoup détenaient un passeport britannique, n'ont eu alors que 90 jours pour quitter le territoire en prenant seulement ce qu'ils pouvaient porter sur eux. Pour la plupart des Ougandais ordinaires, cette décision politique a été très bien accueillie. Partout, il y a eu des pillages et Idi Amin distribua les biens et les entreprises des Asiatiques à son entourage. Il a chassé les Asiatiques qui étaient l'épine dorsale de l'économie. Et au cours de cette période, toutes les industries se sont arrêtées, tous les services sociaux se sont désintégrés, les écoles et les hôpitaux ne pouvaient plus fonctionner normalement. L'Ouganda n'en a tiré aucun bénéfice. Bien sûr, il y a des gens qui pensaient qu'ils nous rendaient un grand service, à nous les entrepreneurs ougandais, les entrepreneurs locaux, puisqu'on pouvait prendre la place des Asiatiques et de la plupart des autres étrangers qui étaient aussi partis. Ainsi, le monde des affaires s'ouvrait enfin aux Ougandais. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas vraiment prêts à prendre le relais à ce moment-là. Aujourd'hui, ça serait différent. Mais à cette époque, on n'était pas prêts, on ne connaissait rien au monde des affaires. Est-ce que nous le voyons comme un monstre? Oui. Et jusqu'à un certain point, il a aussi été monstrueux envers nous. C'était très effrayant de se trouver si près de lui. Il était effrayant. Pro-occidental au début, Idi Amin avait ensuite changé ses allégeances politiques. Il était à présent soutenu par le colonel Kadhafi de Libye. Converti à la foi musulmane, Idi Amin déclara que l'Ouganda serait désormais un État islamique et réserva des terres pour la mosquée de Kampala qui devait être financée par Kadhafi lui-même. Pendant ce temps, il ne perdait jamais une occasion de se moquer de l'ancien colonisateur, la Grande-Bretagne. Il y eut un cocktail à l'un de nos grands hôtels et Idi Amin a mis sur pied l'un de ses meilleurs coups médiatiques. Il a fait venir un groupe d'hommes d'affaires britanniques basés en Ouganda pour, ni plus ni moins, en faire ses porteurs et le déclarer vainqueur de l'Empire britannique. C'était donc une mise en scène d'Idi Amin qui signifiait « Vous nous avez colonisés, mais puisque maintenant vous me servez de porteur, c'est moi votre maître. La situation s'est inversée. » Idi Amin, le flamboyant, se délectait visiblement de jouer avec les médias. On dit qu'il fut contrarié lorsque le président de la République centrafricaine, Jean Bedel Bokassa, l'a littéralement éclipsé lors d'une visite officielle. Lorsque Bokassa est venu ici, la poitrine couverte de médailles, ce qui devait bien peser, Idi Amin a pensé que c'était une bonne idée et s'est mis par la suite à l'imiter. Dans les années qui ont suivi, Idi Amin s'est ainsi décerné à lui-même de nombreuses médailles et autres titres fantaisistes. De fait, il se déclara un jour seigneur de toutes les bêtes de la terre et de tous les poissons des mers ainsi que roi d'Écosse. Des coups d'État tels que celui-ci ont fait que Idi Amin a souvent été dépeint comme un véritable pitre par les pays occidentaux. Mais en Ouganda, son régime politique n'avait pourtant rien d'une farce. Nos parents, on les entendait parler de gens qui disparaissaient, de gens que l'on tuait. Mais nous, on était jeunes et il y avait des choses qu'on ne comprenait pas. Mais ce qui est venu s'ajouter à cela, ce sont tous les événements dont nous avons été témoins à l'école, lorsqu'on entendait dire que certains enfants manquaient à l'appel, ou bien que leurs parents avaient fui ou avaient disparu. Vous dites qu'il n'y a pas d'opposition à votre politique dans ce pays pour le moment, mais beaucoup de gens à l'étranger disent que c'est parce que la plupart de vos adversaires ont été éliminés ou ont fui. Non, je pense que vous ne devriez pas écouter trop ce que disent les exilés. Vous ne devriez pas. Si vous voulez, vous venez directement en Ouganda et vous allez chercher votre représentant à Kampala pour qu'il puisse vous donner des informations précises. Mais je voudrais vous poser une question. Vous n'avez pas peur d'interroger le conquérant de l'Empire britannique, vous qui êtes britannique? Vous n'avez pas peur de moi? Parmi les symboles les plus forts du pouvoir d'Idi Amin, il y avait le State Research Bureau. Le State Research Bureau est connu de sinistres mémoires pour la torture. Il disposait de chambres de torture quelque part près du pavillon présidentiel à Nagasero. Nagasero est l'un des faubourgs de Kampala. Et ils y ont torturé et tué beaucoup de gens.
Il est dit dans les archives que j'ai lues qu'à la chute d'Idi Amin, tous les murs étaient tachés de sang. À présent, nous allons voir les chambres de torture d'Idi Amin. C'est très émouvant. Bien sûr, il se peut que vous ne vous sentiez pas à l'aise, mais tout le monde a entendu parler au moins d'une fois d'Idi Amin. Aujourd'hui, les chambres de torture d'Idi Amin font partie du circuit touristique de Kampala. Il y avait aussi une autre porte coulissante métallique à l'extérieur, juste ici à la porte. Puis, juste à l'intérieur, il y avait aussi des portes coulissantes métalliques sur tous les côtés. Les prisonniers pouvaient aussi mourir d'électrocution. Le site numéro 1 de notre circuit est la chambre de torture d'Idi Amin. Bien sûr, si je parle de chambre de torture, ça peut vous évoquer des tas de choses comme le côté sombre, l'obscurité, les horreurs du passé. Mais beaucoup de gens dans le monde occidental et beaucoup de gens d'autres pays ont aussi beaucoup entendu parler d'Idi Amin. C'est pour ça que même si l'expérience peut être désagréable, il y a encore des gens qui veulent visiter l'endroit et qui peuvent trouver ça intéressant. Quand on se trouve sur place et qu'on voit à quel point l'endroit est humide, sombre et effrayant, ça fait vraiment un choc de comprendre tout ce qui se passait ici. Ça laisse à penser qu'Idi Amin n'était qu'un dictateur brutal et sadique. Quand vous évoquez le côté sombre, je présume que vous voulez parler du meurtrier qu'il y avait en lui. Pour moi, un meurtrier, c'est quand je regarde un film d'horreur et que je vois un gars avec plein de sang sur lui et ce genre de choses. Mais ce n'est pas comme ça que je vois mon père. Je n'ai jamais vu ce côté en lui. Je me souviens par exemple d'un homme qui se mettait en colère pour un problème particulier. Oui, ça, je l'ai vu. Et même nous, on avait la frousse, on ne se mettait pas sur son chemin, vous savez. Quelque chose allait de travers et ça le mettait en colère. C'est vraiment le pire que j'ai vu de son côté sombre. J'ai juste vu quelqu'un qui se met en colère. Des preuves sous forme de documents et des photos témoignent cependant de l'ampleur du massacre et des tortures qui ont eu lieu sous le règne d'Idi Amin. Si certaines personnalités figurent parmi les victimes, il y avait aussi et surtout des milliers d'Ougandais ordinaires. Au cours des purges régulières au sein des forces armées, les soldats soupçonnés de soutenir Milton Obote furent exécutés. D'autres furent assassinés pour leur argent, leurs biens ou leurs femmes. En Ouganda à cette époque, personne n'avait accès à ce genre d'images. Mais publiées dans d'autres parties du monde, elles provoquèrent un sentiment mêlé d'indignation et de fascination pour cet homme désormais connu comme le boucher de l'Ouganda. Derrière tout cela, il existait le mythe, la rumeur ou l'impression qu'Idi Amin avait un problème mental. De très nombreux rapports mentionnent la syphilis qu'aurait contracté Idi Amin dans sa jeunesse. C'est pour ça qu'il y a toujours eu ces interrogations sur sa folie, sa nature brutale ou sa syphilis. Était-il normal? Était-il fou? Le prétendu intérêt d'Idi Amin pour la sorcellerie et les rituels sanglants a épaissi le mystère. Ces solutions, il les trouvait par l'intermédiaire de sorciers, et vous pouvez imaginer le genre de message qu'il devait lui donner. Pour ce qui est de boire du sang, Amin en parlait plutôt avec des involtures. Il n'en parlait pas à moi directement, mais lors des conseils des ministres. Tout ce qui pouvait le rendre plus puissant, il en parlait. Pourquoi Idi Amin a agi comme il l'a fait reste un mystère, mais il existe de nombreuses théories. Plus il se sentait menacé, plus il était impitoyable. Plus il se sentait menacé, plus il lui prenait l'envie de faire des choses qu'il n'aurait pas fait autrement. Il n'avait pas la moindre idée de la façon de diriger un gouvernement. J'ai fait remarquer qu'il n'avait presque pas d'éducation. Et c'est pourquoi ce complexe d'infériorité a pu se transformer en brutalité. Comment voulez-vous vous en sortir avec des gens qui sont éduqués alors que vous ne l'êtes pas?
Les gens disent qu'il était bon au début. Ils disent aussi qu'avec le temps, il a commencé à perdre le contrôle de son armée et qu'il s'est mis à dos beaucoup de gens et que le désespoir l'a gagné. La mort a frappé au cœur même de la famille d'Idi Amin. Ce fut celle de sa troisième épouse, Kay, la mère de Hussein Juruga. Je pense que ça a été une véritable tragédie. Personnellement, j'ai du mal à affronter ce souvenir. Je me souviens d'elle comme d'une personne très intelligente. C'était quelqu'un qui montrait beaucoup d'amour, pas seulement envers nous, ses enfants, mais aussi envers les autres enfants. Le corps mutilé de Kay a été découvert en août 1974. Elle avait une trentaine d'années. Moi, je n'étais pas au courant du conflit qu'elle avait avec mon père à l'époque. Les circonstances entourant la mort de Kay restent un mystère. Peut-être que, inévitablement, la notoriété d'Idi Amin a contribué au fait que certains les pointaient du doigt. J'ai eu des discussions avec lui au sujet de ma mère et je peux vous garantir que j'ai vraiment fait la paix avec mon père sur cette question. Ouais, j'ai fait la paix avec lui sur ce sujet et il n'a rien à se reprocher. Mais au milieu des années 1970, il y eut au moins 2 tentatives d'assassinat contre Idi Amin. On dit alors qu'il était devenu obsédé par l'idée d'une contre-attaque lancée par Milton Obote. Puis en juillet 1976, Idi Amin subit une humiliation qui sera par la suite immortalisée entre autres au cinéma. C'est en effet à la suite d'un raid aérien audacieux qu'un commando israélien réussit à sauver les otages d'un avion détourné qui avait été autorisé à se poser à l'aéroport d'Entebbe par Idi Amin en personne. Les pirates de l'air étaient des militants pro-palestiniens. Lors de l'opération, les Israéliens tuèrent les pirates de l'air et détruisirent un quart des avions de chasse de l'Ouganda. Le raid sur Entebbe a mis au jour le fait qu'Idi Amin n'avait pas d'armée et que c'était un régime faible. Idi Amin avait la capacité de faire trembler le monde en parlant, mais en réalité il n'avait pas d'armée. Je peux confirmer que ça a été très dévastateur. Après ce raid, il n'a jamais récupéré son autorité. Alors, quelle est la capacité de votre armée de l'air maintenant? Je ne peux rien vous révéler parce que vous pourriez transmettre ces informations à l'Afrique du Sud, alors que j'ai l'intention de détruire Johannesburg et le Cap. C'est mon objectif. Je suis très sérieux à ce sujet. En 1978, des soldats ougandais se sont mutinés et ont fui de l'autre côté de la frontière, dans la Tanzanie voisine. Idi Amin a envoyé ses troupes. La Tanzanie a lancé une contre-attaque et en avril 1979, Kampala est tombée. Si vous attrapez Idi Amin, qu'allez-vous faire de lui? On va manger de sa chair. On va l'exposer dans un musée si c'est possible. Mais Idi Amin ne fut pas capturé. Il parvint à s'enfuir d'abord en Libye, puis en Arabie Saoudite. Là, les autorités mirent à la disposition de la famille un logement à Jeddah. C'est la retraite dont il avait vraiment besoin. Loin de toute cette vie à 200 à l'heure, de l'attention des médias, de la guerre. Il pouvait enfin profiter d'une vie paisible, d'une vie normale. Il nous disait que c'était ça qu'il désirait le plus, de pouvoir conduire sa propre voiture sans garde du corps et d'aller au supermarché ou à l'hôtel pour prendre son café turc. Il adorait le café turc. Ou alors pouvoir retrouver un vieil ami. Il s'est maintenu en forme jusqu'à la fin. Il aimait particulièrement la nage. En 1980, une équipe de la BBC a retrouvé Idi Amin. À la même époque, ses pires craintes s'étaient réalisées.
Son ennemi juré, Milton Obote, était redevenu le président de l'Ouganda. Vous savez ce qu'Obote a déclaré la semaine dernière, je l'ai entendu le dire. Il a dit qu'Idi Amin Dada devrait être ramené en Ouganda avec des chaînes. C'est ce qu'il a dit lors de ce rassemblement. Oui, mais il sait que je suis très populaire. Obote est contre tout dirigeant populaire en Ouganda parce que lui, il est impopulaire. Même en exil, Idi Amin est resté sous les feux de la rampe. 1981 a vu la sortie du tout premier long métrage basé sur sa vie. Le film, qui dépeint l'ancien président comme une brute et un tyran, a été un succès populaire dans de nombreuses parties du monde. Une copie du film a même été vue par Idi Amin lui-même à Jeddah. Un jour, j'ai reçu un appel de mon directeur de production à Londres. Il a dit « Shara, tu ne le croiras pas. Idi Amin a appelé ici et il t'a félicité pour la réalisation du film. » Il a dit que c'était un film super classe. C'est ce qu'il a dit. Peu importe d'où ça venait, il n'y avait que la publicité qui l'intéressait. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'était le dernier de ses soucis. Idi Amin est resté en exil jusqu'à sa mort en août 2003. Il avait presque 80 ans et était hospitalisé depuis déjà un certain temps. Aujourd'hui, l'Ouganda est l'une des économies les plus dynamiques du monde. Ici, aucun monument n'a été élevé pour commémorer Idi Amin et il n'y a ni statue ni plaque commémorative. Pourtant, dans les rues de Kampala, son nom est encore dans tous les esprits. Idi Amin était un dictateur qui ne respectait pas les droits de l'homme. Idi Amin était un homme qui aimait son pays, c'était un leader patriotique. À présent, chaque Ougandais commence à se souvenir de lui comme du meilleur président que ce pays aura jamais. Il tuait des gens, cet homme. Tous ceux qui se plaçaient sur son chemin, il les éliminait. Le verdict du reste du monde est cependant moins ambigu. Il a nui à l'image de l'Ouganda, à tel point que dans certaines parties du monde, quand vous dites Ouganda, on vous répond « Oh, le pays d'Idi Amin ». Pratiquement le monde entier sait aujourd'hui que l'Ouganda a connu un dictateur sanguinaire. Eh bien, il nous a rendus célèbres pour de mauvaises raisons. À vrai dire, je promeus l'investissement depuis 11 ans et c'est la seule chose que certains connaissent sur l'Ouganda. On peut dire que tout le monde connaît Idi Amin. Les assassinats, les morts mystérieuses, le tyran africain qui nargue les puissances occidentales, les corps jetés dans le Nil, le plus long fleuve du monde. L'ensemble de ce cocktail ne pouvait faire d'Idi Amin qu'un personnage inoubliable. Inoubliable, oui, mais l'Ouganda est en mouvement. Et les rives du Nil sur lesquelles les enfants avaient autrefois peur de s'aventurer est aujourd'hui un endroit idéal pour se détendre et s'amuser.